C'est une séance interactive. C'est Dr. Oussama Ahmed qui va être chargé de modérer cette séance interactive. Il avait pris la parole déjà hier et aujourd'hui, il va être chargé de modérer cette séance. Je vais présenter Dr. Oussama pour ceux qui n'étaient pas là hier. Dr. Oussama Ahmed est un professeur enseignant associé à l'Université de Umeå en Suède. Il est également consultant dans le domaine de l'approche One Health, une seule santé. Il travaille depuis la Grande-Bretagne également. Il a près de 20 ans d'expérience. Il a travaillé sur plusieurs recherches. Il a été enseignant à assurer la provision de plusieurs services également dans le secteur de la santé. Il a également beaucoup d'expérience dans le domaine de la détection de la réponse, la communication des zoonoses. Il va modérer cette séance interactive concernant la communication des risques de zoonoses. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine dans plusieurs régions du monde comme le Moyen-Orient et l'Europe et autres. Docteur Oussama Ahmed, la parole est à vous. Merci. Nous allons poursuivre la même étude de cas. Nous avons dit hier qu'il est très important d'évaluer les risques, mais il est également très important de communiquer les risques. Donc, nous avions commencé par une étude de cas hier que nous allons compléter. Suite à l'évaluation des risques, à la communication des risques, il est très important de pouvoir passer aux recommandations. Voilà. Dans les cas de zoonose, comment pouvoir déterminer les éléments relatifs au processus de communication des risques One Health? Voilà, dans toute situation, il y a bien sûr l'émetteur, le récepteur, le média ou le moyen de transmettre. Il y a également les réactions. Donc, il se peut que l'émetteur provienne d'un milieu humain, animal, de l'environnement, de la communauté. Le moyen de transmission du message peut être les réseaux sociaux, les canaux traditionnels. Et il y a également un récepteur. Les personnes les personnes qui reçoivent ce message, qu'elles soient éduquées ou pas, qu'elles vivent dans les zones rurales ou urbaines. Donc, il est très important également de pouvoir recollecter les réactions de ces récepteurs, de ces personnes qui reçoivent le message afin de pouvoir éclairer à nouveau notre communication et la transmission de nos messages. Voilà l'étude de cas que nous avons commencé hier. L'évaluation des risques, notamment pour ce qui est de ces zoonoses en Afrique, nous avions un pays X à côté des frontières du pays Y en Afrique de l'Ouest. Nous avions parlé également des éleveurs de troupeaux qui avaient passé à travers la frontière, traverser la frontière donc avec le troupeau. Cette région frontalière est connue pour l'exportation également des produits animaux vers les pays voisins, vers également l'Arabie Saoudite, notamment lors du pèlerinage. L'on a parlé également de la saison des pluies dans ce village. Après un mois, on a suspecté, on a remarqué plusieurs victimes et plusieurs patientes qui souffraient de fièvre, de maux de tête, de rhume. Apparemment, 30 personnes sont tombées malades et 5 personnes ont perdu leur vie.
mais il n'y avait pas eu davantage de détails à propos d'autres cas de décès des animaux. Voilà en général l'étude de cas que nous avions entamée hier. Donc, quelle est la relation entre l'évaluation des risques et la communication des risques? Nous avions déjà discuté de cette question hier. Donc, quelle est la relation entre l'évaluation des risques et la communication des risques? Les participants peuvent lever la main pour que nous puissions ouvrir leur micro ou écrire leur réponse dans la boîte de discussion. Quelle est la relation entre l'évaluation des risques et la communication des risques? We have someone with their hand up. So it's Fatul Ndoye. I will allow you to talk now. Good morning, everyone. Are you hearing me? Salut tout le monde. Fatou Ndoye, la parole est à vous. Donc, l'évaluation des risques, c'est quand nous effectuons l'évaluation, les recherches sur le terrain afin de collecter des informations sur les risques. La communication des risques, c'est quand nous collectons déjà les informations, nous avons déjà les informations et nous tentons de communiquer la stratégie, de transmettre le message. C'est vrai, c'est grâce à l'évaluation des risques effectuée et la collecte de données que nous pouvons éclairer la communication des risques. Donc, pour avoir une bonne communication des risques, nous avons besoin de bonnes recherches concernant les risques, de bonnes évaluations des risques. Et voilà comment les communications des risques seront axées autour des évaluations effectuées. Quels sont les facteurs qui rendent la communication lors des cas d'urgence encore plus difficile comparé aux cas normaux, donc à la situation normale, aux situations normales. Donc, quels sont les facteurs qui rendent la communication des risques encore dans les situations d'urgence encore plus difficile que lors des situations normales? Donc, voilà les questions dans la boîte de discussion. Les rumeurs, la désinformation, les mauvaises ou les fausses, pardon, informations, les fausses nouvelles. Voilà ce qui a été écrit dans la boîte de discussion. Les rumeurs, les perceptions, les croyances, c'est vrai, les mauvaises informations, le manque d'informations, mauvaises informations, le temps, les barrières relatives à la langue. Je vous demande maintenant d'arrêter d'écrire dans la boîte de discussion pour donner la parole maintenant à la personne qui a levé la main. Leslie, vous pouvez ouvrir votre micro et parler à un micro ouvert lorsque vous seriez prêt. L'un des problèmes essentiels est le temps, parce que lorsque nous avons un cas d'urgence, nous n'avons pas assez de temps. Nous sommes très limités dans le temps et voilà pourquoi reste à communiquer les informations d'une façon adéquate, en temps opportun, à temps. Donc, il est très important de pouvoir communiquer à temps pour pouvoir contrôler, si nous pouvons le dire, la situation autant que possible. Voilà pourquoi je pense que c'est le facteur du temps qui joue un rôle primordial, notamment. Et voilà la différence entre les situations d'urgence et les situations normales. Et exactement, les pressions du temps et
le fait que les gens ont peur, ressentent cette incertitude, et voilà pourquoi les rumeurs circulent rapidement. Donc, les contraintes de temps et les fausses nouvelles parfois qui circulent et qui rendent les populations encore donc plus effrayées, si nous pouvons le dire. Lors des pandémies et lors des cas d'urgence, nous souffrons des contraintes de temps. Voilà un obstacle essentiel. Voilà pourquoi il est très important d'améliorer notre efficacité, notre efficience, d'évaluer les risques, mais également de transmettre les informations à temps. Il est important également de pouvoir inclure tous les bailleurs de fonds, mais cela ne rend pas la tâche difficile parce que beaucoup de personnes, lors des pandémies, deviennent actives et cette différence et cette multitude de bailleurs de fonds, de parties prenantes pourrait ajouter au chaos, si nous pouvons le dire. Suggérer quelques meilleures pratiques qui pourraient contribuer à la réussite de la communication des risques. Donc, quelles sont quelques-unes des meilleures pratiques générales qui pourraient contribuer à la réussite de la communication des risques? Donc, est-ce que vous pouvez présenter des suggestions, vos suggestions concernant les meilleures pratiques générales à adopter et qui pourraient faciliter ou rendre encore plus réussie la communication des risques? Travailler avec les structures communautaires, travailler avec la communauté, la confiance, parfait, c'est le mot-clé. La confiance, la coordination efficace et les campagnes de sensibilisation. Parfait, nous devons tout d'abord construire la confiance, mais nous devons planifier à l'avance. Lorsque nous planifions pour les cas d'urgence, pour pouvoir vraiment riposter aux cas d'urgence en temps opportun, nous devons pouvoir planifier à l'avance. Il est très important de bien planifier pour pouvoir être efficace lors des pandémies. Construire, bâtir, renforcer la confiance, oui, parfait. C'est notre seul ressort, donc promouvoir, renforcer la confiance. Autre question importante, être transparent. Donc, communiquer les informations de façon transparente. Plus vous êtes transparent, plus vous avez de crédibilité et plus les communautés ont confiance en vous. Respecter également le public concerné, un autre élément clé. C'est ce qu'on a appris des différents bailleurs de fonds et parties prenantes. Nous devons respecter les préoccupations de toutes les parties prenantes et trouver une façon de pouvoir communiquer et traiter avec toutes les personnes concernées. Vous avez également mentionné l'intégrité, l'honnêteté, le travail de groupe parfait, le fait d'analyser ensemble avec les bailleurs de fonds la situation. Autre question, est-ce que l'équipe chargée de l'évaluation de risques devra inclure un spécialiste dans la communication des risques et veuillez justifier votre réponse. Donc, est-ce que l'équipe chargée de l'évaluation des risques à ce stade devra inclure un spécialiste en matière de communication avec toutes ces rumeurs, ces fausses informations, après tout ce que nous avons parlé? Est-ce que nous devons inclure une personne spécialisée dans la communication des risques? Oui, tout le monde a répondu oui, 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 bien sûr, oui, parfait. Mais nous vous demandons également de justifier votre réponse. Est-ce que vous pouvez justifier votre réponse? Donc, votre réponse est oui. Pourquoi? Oui, pour pouvoir collecter les bonnes informations. Nous avons besoin de spécialistes en communication. Oui, parce que cela aidera à renforcer la confiance de la communauté en l'équipe technique. Oui, cela est très important
Parce que cela aide à avoir une bonne sensibilisation, à utiliser un langage approprié. Oui, parce que ces personnes spécialisées dans la communication peuvent comprendre la façon de laquelle les gens agissent et peuvent comprendre également le mode de vie et les croyances des communautés. Donc, nous avons déjà parlé des rumeurs qui peuvent circuler, des mauvaises informations. Comment est-ce que nous pouvons améliorer la communication des risques et comment pouvoir lutter contre les rumeurs? Donc, à travers la stratégie de communication des risques, comment est-ce que nous pouvons traiter cette situation? Donc, lutter contre toutes ces rumeurs, ces fausses informations qui circulent. Vous avez parlé de l'importance de réduire l'anxiété, la bonne organisation. Je pense que quelqu'un aimerait prendre la parole. Go ahead. Siméon Mogaka, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous aviez levé la main, vous pouviez ouvrir votre micro. Simeon, if Siméon, Siméon Mogaka. I cannot hear him, so I'll go to the next, which is Emmanuel Okufi. Non. If you'd like to talk. Emmanuel? Ah no, I hear Simon has unmuted. Non, Siméon a ouvert son Simeon. micro. Oui, j'ai voulu répondre aux autres questions, mais je pense qu'il sera très utile d'avoir un expert en communication des risques. You said you raised your hand for the previous question, so thanks so much. Maybe someone else can take the question. Donc, vous vouliez répondre à la question précédente, mais j'ai besoin de quelqu'un pour répondre à cette question. You're the next one. Please do unmute if you'd like to talk. Madeleine, je pense, a également levé sa main. Madeleine Soko-Tucker. Vous aviez levé votre main, vous pouvez ouvrir votre micro dorénavant. Thank you. Yeah. So this is Medlin. I'm from Sierra Leone. You're probably to Je suis de Sierra Leone, je suis Madeleine. Concernant la communication des risques, j'avais écrit dans la boîte de discussion l'importance d'inclure toutes les communautés locales, les structures communautaires, parce que ces structures communautaires ont la confiance des communautés locales. Cela permettra un meilleur flux de communication. Cela permettra également de traiter des préoccupations individuelles ou de la communauté et cela permettra également de prendre des mesures de précaution et d'aider les communautés à être bien préparées. Pour ce qui est de l'inclusion de ces personnes spécialisées dans la communication, cela aidera bien sûr à contrôler de façon plus aisée, si nous pouvons le dire, les cas d'urgence. Merci pour votre contribution. Je remarque que quelques-uns d'entre vous ont répondu à cette question dans la case de discussion, renforcer les capacités, renforcer la confiance, prévenir les cas de panique, donc lutter contre les rumeurs, les mauvaises communications, développer l'équipe et repartager les responsabilités. Je pense que la communication des risques pourra être axée également autour des processus qui seront suivis par les équipes qui travaillent pratiquement sur le terrain. Si vous assurez ou vous transmettez aux communautés les façons de travailler, si vous leur parlez clairement de l'ordre du jour, des dates à laquelle vous allez leur transmettre, si nous pouvons le dire, les informations, cela vous aidera à bâtir davantage de confiance avec la communauté locale. Il est très important que l'équipe qui travaille sur le terrain puisse éviter tout risque de contamination, de transmission entre l'animal et l'homme. Nous passons aux autres questions.
comment pouvoir traiter des rumeurs. Vous savez que beaucoup de pandémies s'accompagnent de rumeurs, de fausses informations, de mauvaises informations. Comment est-ce que nous pouvons traiter avec ces rumeurs, avec cette circulation de rumeurs à travers notre stratégie? The communication to those population is important. Yes. Donc, la communication de risque et l'engagement de la population sont très importants. Il est important d'impliquer la communauté locale, utiliser les preuves pour lutter contre les rumeurs, suivre de près toutes les rumeurs et tenter de discréditer, si nous pouvons le dire, les rumeurs en utilisant, de démystifier les rumeurs, en utilisant les preuves, comprendre les failles pour pouvoir à combler, pour pouvoir lutter contre les rumeurs, transmettre les bonnes informations et identifier les sources de rumeurs. Il est très important, bien sûr, de comprendre comment et pourquoi ces rumeurs circulent, de présenter les réseaux sociaux, les différents canaux de communication pour pouvoir également démystifier ces rumeurs. Indeed, all of this looks okay, but anyway, you need to actually deal with this from the. Vous devez, dès le début, savoir que beaucoup de pandémies ont commencé avec des rumeurs. Voilà pourquoi il est important de développer des stratégies pour lutter contre ces rumeurs. Et cela doit passer tout d'abord par le fait de présenter des faits solides. Au fait, il est très important de présenter les faits, les preuves, les informations concrètes pour démystifier les rumeurs. Vous devez également, comme vous venez de le dire, combler les faussetés, combler les failles, ces lacunes pour ne pas laisser la place aux rumeurs de circuler. Quel sera le contenu de vos messages à transmettre et comment travailler avec les médias? Nous avons déjà parlé de cela. Il est très important de pouvoir travailler avec les réseaux sociaux, avec les médias en général et transmettre les messages adéquats en temps opportun. Quelqu'un a écrit donc renforcer la sensibilisation de la société. Oui, mais qu'en est-il des médias? Organiser des conférences de presse. Parfait, parfait. C'est une très bonne méthode. Donc, organiser des points de presse, des conférences de presse pour parler au public clairement de ce qui se passe. En outre, il est très important qu'il y ait une communication continue entre vous et entre les parties concernées. Il est très important que les parties concernées puissent obtenir leurs informations de sources crédibles de vous. Et cela peut se passer à travers la conférence de presse, les points de presse. Nous devons également faire circuler les bonnes informations. Donc, trouver les meilleurs moyens de faire circuler les bonnes informations, travailler sur le message, sur le contenu du message, faire passer donc des informations concrètes qui sont bâties, qui sont développées donc et qui se basent sur les preuves. Nous allons poursuivre le scénario. L'équipe d'évaluation de risque a été déployée dans le village afin d'enquêter l'étiologie possible de cette maladie. L'équipe a commencé à collecter les informations, à interviewer les patients et leurs familles, ainsi que les familles qui ont perdu des victimes. L'équipe a reconnu que beaucoup d'hommes patients qui travaillent avec les animaux ont été également affectés, alors que les femmes patientes qui prenaient soin des animaux également étaient affectées. Parmi les patients, il y avait des personnes qui vivaient dans le même village, mais qui n'avaient aucun contact avec les animaux. Il y avait également des rumeurs où les vétérinaires avaient dit qu'ils avaient entendu des rumeurs à propos de villageois qui avaient remarqué plusieurs cas d'avortement parmi les brebis.
et parmi d'autres animaux. Donc, les villageois avaient peur de parler à l'équipe. Peur que leurs animaux soient soumis à une quarantaine, soient isolés. Donc, quels sont les secteurs qui doivent contribuer au développement du message de communication des risques? Donc, quels sont les secteurs qui doivent contribuer à la formulation de messages de communication des risques? Donc, les secteurs de la santé animale et humaine, les vétérinaires, le secteur de la santé. Quelqu'un avait levé la main, je pense que c'est Emin Kama. J'ai levé la main tout à l'heure lorsqu'il y avait une autre question qui était posée. Mais je n'ai pas levé la main pour répondre à cette question. C'est bon, est-ce que vous avez des réponses à cette question ou est-ce que je donne la parole à quelqu'un d'autre? Quels sont les secteurs qui doivent contribuer à la formulation du message de communication des risques? Je pense que différents secteurs devront être inclus. Les médias. Donc, il est important d'inclure les médias, les journaux, les quotidiens, faire transmettre les messages à travers donc les médias. Merci. D'autres réponses? Donc, la surveillance, les comités de surveillance, le secteur de la santé animale, la santé humaine, les vétérinaires, les représentants communautaires et les associations qui représentent les communautés qui sont présentes sur le terrain, le secteur de l'éducation, les experts, la santé publique, les réseaux sociaux. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, j'aimerais participer. Oui, je voulais dire ceci par rapport aux questions qui étaient posées au secteur qui devait participer en ce qui concerne la création de messages. Je pense que la communication des risques va de pair avec les médias. Les médias qui restent un partenaire incontournable dans ce qui concerne la communication des risques parce que cela implique directement la population et quand on communique en tant que spécialiste en ce qui concerne la communication des risques sur les maladies zoonotiques par exemple, on aura plus besoin de l'implication de la population d'abord parce que c'est la population qui devient notre partenaire, on doit créer la confiance. Et aussi, on doit les écouter pour pouvoir y remédier aux solutions adaptées à leur niveau de vie, bien à leur communauté, tout en liant les autres. Yeah. Thank you. I got your point. Thank you. Yes, thank you so much. I got your point. Thank you. Okay, so let's take it with regard to the context itself. We said that Donc, now there is information. Nous avons parlé de la contamination animale humaine et nous avons donc parlé de l'importance d'inclure tous les secteurs concernés. Nous devons bien sûr inclure les secteurs de la santé humaine, de la santé animale, les médias, oui, mais nous devons nous rappeler que les médias ne peuvent que communiquer des messages qui sont transmis par des experts techniques. Donc, les médias, oui, mais c'est un canal de communication, mais cela dépend de la partie qui formule le message. Les médias transmettent le message, mais nous devons savoir qui doit être inclus dans la formulation du message. Le secteur de la santé animale, le secteur de la santé humaine, il devrait y avoir peut-être un organe mutuel
pour travailler ensemble afin de transmettre les bons messages aux éleveurs, aux personnes chargées de la santé animale, de la santé humaine. Toutes ces personnes-là travaillant dans le secteur de la santé humaine et animale devront être inclus. Quelqu'un a parlé des leaders ou des dirigeants communautaires? Parfait. La communauté, les leaders de la communauté font partie de ces partenaires. Les médias peuvent également être partenaires. Quels sont les autres partenaires autres que la communauté et les médias qui peuvent nous soutenir? Vous pouvez mettre vos réponses dans la rubrique chat. Oui, la communauté, le comité des situations d'urgence de santé publique, les autorités locales, bien sûr. Nous avons déjà mentionné le ministère de la Santé, les comités de riposte animale, oui, les organisations non gouvernementales ou autres organisations, bien sûr, qui peuvent nous fournir un soutien. Ils seront de très bons partenaires. Quels sont les forums que vous pouvez employer pour envoyer ce message à cette étape ou à ce stage? L'équipe. Donc, il faudra reconnaître que les hommes travaillaient en tant qu'éleveurs avec les animaux, alors que les femmes s'occupaient de ces animaux à domicile et beaucoup d'autres personnes n'étaient pas en contact avec ces animaux. Donc, c'est sur quoi votre message de communication de risque va se concentrer après avoir enregistré ces symptômes? Les spécialistes de santé environnementale. Il faudra vérifier si la maladie est zoonotique ou pas. Donc, il faudra mentionner que les personnes qui ont été en contact avec ces animaux ont contracté la maladie. Donc, ils ont également été en contact avec les animaux avortés. Donc, certains patients n'ont pas été en contact avec les animaux, mais ont développé cette maladie. Donc, il faudra mentionner comment cette maladie est transmise. Nous devons également confirmer cela en établissant des recherches analytiques pour déterminer si cette maladie est zoonotique ou pas. Quelqu'un a mentionné que la communication de risque doit inclure des actions qui doivent être adoptées pour protéger ou pour que les personnes ne se protègent et pour éviter que d'autres personnes contractent la maladie. Donc, il faut communiquer avec les audiences ciblées un message plus spécifique. Quelles sont les barrières possibles pour aborder la communication de risque dans ce contexte et comment pouvons-nous vaincre ces barrières? Donc, dans ce contexte, avons-nous des barrières à confronter pour aboutir à une communication de risque? Une mauvaise communication, une communication faible. On a des failles de connaissances, la culture, le langage, oui, c'est très important. Les considérations cognitives, mauvaise communication. Oui, c'est vrai, nous n'avons toujours pas mentionné la mauvaise communication. Bien sûr, si vous avez une mauvaise communication, vous allez faire face à beaucoup de problèmes. Le niveau d'éducation, oui, vous devez prendre cela en considération. Dans ce contexte,
Et dans le contexte de l'émergence de la maladie, nous avons mentionné que les villageois étaient inquiets parce que leurs animaux devraient être mis en quarantaine. Donc, ceci sont des barrières extrêmement importantes qu'il faudra vaincre. Nous devons informer ces villageois comment les vétérinaires et les autorités peuvent faire face à cette situation sans vraiment aboutir à mettre leurs animaux en quarantaine ou même abattre ces animaux. Donc, la plupart des maladies zoonotiques peuvent être vaincues à travers les vaccinations, mais malheureusement, la vaccination n'est pas toujours sans coût à payer et nous avons des mauvaises informations qui circulent. Nous n'avons pas assez d'assurance dans le domaine de l'agriculture. Donc, vous devez aborder ces problèmes et il est clair que les animaux jouent un rôle primordial dans cette épidémie. Oui, nous allons aborder le problème de la résistance face au changement ou le manque de motivation. Comment allons-nous traiter leurs animaux? Vont-ils être mis en quarantaine? Vont-ils avoir accès à l'eau et à la nourriture? Donc, ceci sont des domaines qu'il faudra aborder. Comment allons-nous fournir la compensation à ces éleveurs? Durant la mission de l'équipe d'évaluation de risque au village, ils ont découvert que certaines personnes qui ont développé une fièvre ou une maladie qui ressemble à la grippe ont réussi à se rétablir durant quelques jours. Quelques patients ont été gravement malades et après quelques jours d'hospitalisation, et les patients ont développé des signes tels qu'une hémorragie et une méningite. Donc, durant 2 semaines, le nombre total de patients a touché les 50 et a inclus les hommes, les femmes ainsi que des étudiants à l'école. Ceci a été également enregistré, ou plus de décès a été enregistré chez les jeunes animaux et plus d'avortements chez les animaux a été détecté par les vétérinaires. Sur quoi allez-vous vous concentrer durant le processus de communication de risque à ce stage? Quelques patients ont développé des symptômes tels que la fièvre ou la grippe, alors que d'autres ont fait face à plus de complications telles que une hémorragie et une méningite, ainsi que des problèmes oculaires. Donc, non pas seulement les hommes et les femmes, mais également des étudiants à l'école ont contracté cette maladie et le nombre d'animaux avortés a également augmenté. Donc, il faudra fournir des conseils et une opinion. Quel genre? Il faudra identifier les faiblesses. Il faudra détecter les pathogènes à travers des échantillons biologiques. Bien sûr, nous pouvons aboutir à des résultats à travers cela. Je crois que nous devons surtout nous concentrer sur comment nous pouvons fournir un message de prévention et de contrôle de la maladie, puisque ces personnes ont développé des symptômes et ont été hospitalisées. Euh, donc, cette maladie peut être transmise d'une manière interhumaine.
Et si certaines personnes ont des problèmes immunitaires, elles vont faire face à beaucoup de difficultés. Il faut recommander que les employés et les fournisseurs de soins emploient les équipements de protection durant leurs études et la recherche. Et il faudra conseiller les personnes d'éviter d'entrer en contact avec les animaux et de ne pas consommer les produits animaux, puisqu'on ne connaît pas le mode exact de transmission. Donc, nous nous concentrons surtout sur cela, puisque il faudra prévenir l'infection et contrôler la propagation de la maladie sur le terrain et il faudra employer les équipements de protection par les fournisseurs de soins. De même, il faudra communiquer le risque, non pas seulement pour la population, mais également pour les fournisseurs de soins, parce qu'ils travaillent dans un environnement où il y a un risque assez élevé. Continuons d'étudier ce scénario. Après une semaine, les laboratoires de santé publique et de vétérinaire ont confirmé que c'était un cas de fièvre de la vallée du Rift chez les animaux et chez les humains. C'était la première fois que cette maladie a été détectée dans le pays X. Cependant, cette maladie a été détectée auparavant ou précédemment dans d'autres régions du pays où des mesures strictes ont été appliquées et qui ont inclus des restrictions sur l'exportation de bétail. Donc, à ce stage, comment pouvons-nous formuler ou établir une équipe de communication de risque pour faire face à cette situation? Donc, les informations concernant la maladie sont claires. Comment allons-nous formuler et établir une équipe de communication de risque? Une équipe adoptant l'approche d'une seule santé. Donc, il faudra établir une équipe de communication de risque qui se base sur l'approche une seule santé. Quel est votre message de risque clé? Qu'allez-vous communiquer avec les personnes? Donc, nous avons la maladie. Nous devons communiquer avec les personnes les informations et afin qu'ils mentionnent les symptômes qu'ils ont contractés et il faudra les encourager à faire les tests de dépistage et éviter le contact avec les animaux. Nous devons communiquer les mesures nécessaires, la prévention, le contrôle, les mesures qui doivent être adoptées afin d'éviter la contraction de cette maladie. Il faudra communiquer des informations liées à l'hygiène et à la santé publique. La communication de risque doit être plus élargie, mais également exacte et bref, et il faudra trouver un moyen de formuler ces informations concernant le message du risque. Nous devons sensibiliser les personnes et permettre from the risk of the disease. Who is your target audience at this point? The disease is known at the village right now. So who is your target audience with regard to your risk message, risk communication? Décision basée sur
okay, animal breeders, the society, it's just like community leaders, community. So Qui est votre audience que vous allez cibler? Les leaders de la communauté, les éleveurs, la communauté, les personnes vivant dans le village. Nous avons déjà également mentionné que cette maladie est liée aux animaux et ces animaux peuvent toujours se déplacer. Oui, les étudiants, les groupes vulnérables, il faut communiquer les données avec les écoles. Le pays en tant que tel également. Il faut également communiquer ces informations avec les pays qui se trouvent aux alentours du pays X, puisque ces animaux vont se déplacer vers ces pays. Et dans ce cas, nous pouvons trouver un moyen de collaborer avec les organisations internationales, ce qui va permettre au pays de formuler ces informations et de les disséminer afin de pouvoir empêcher la propagation de la fièvre de la vallée du Rift à travers les frontières. Donc, ceci n'inclut pas la communauté locale simplement, mais le pays tout entier, puisque ce village contribue d'une manière claire dans le marché d'exportation. C'est pour cela qu'il faut communiquer les informations avec tout le monde. Quelles sont les activités qui peuvent être appliquées pour changer le comportement de risque de ces personnes? Nous avons une personne qui a levé la main. Allez-y. Oussama, pouvez-vous m'entendre? Sorry, one second. Carl, are you able? Yeah, if you can unmute, please go ahead. Si vous pouvez ouvrir votre micro, allez-y, vous pouvez répondre. Carl, if you'd like to speak. Carl, si vous voulez parler, intervenir. Oui, merci beaucoup. Merci pour la pertinence de la formation. Avant de répondre à la question, je voulais un peu suggérer qu'on dirait on parle que des animaux domestiques. On parle que des animaux domestiques alors que dans cette palette des maladies zoonotiques, la plupart des maladies comme la variole du singe, la maladie à virus Ebola sont des animaux sauvages. Et on n'a pas tenu compte de chasseurs, par exemple, qui amènent la viande des brousses vers la communauté. C'est un peu ça que je voulais parler. Je ne vais pas éterniser la parole. Merci beaucoup. Yes, thank you so much. Okay, for those who do not know much about Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas la fièvre de la vallée du Rift, c'est une maladie qui affecte les animaux, surtout le bétail. Il n'y a pas d'instance où elle a affecté des animaux sauvages, des animaux tels que les chameaux, les bovins. Et cette maladie peut être transmise aux animaux par contact direct ou par la consommation de produits animaux infectés tels que le lait, de même par les moustiques, de l'animal à l'humain et de même de l'humain aux moustiques également. Donc, comment pouvons-nous changer le comportement à risque de ce groupe? Donc, ce groupe est les personnes,
ce groupe est constitué de personnes qui est toujours en contact avec les animaux. Il faudra trouver une manière de discuter avec ces personnes, de communiquer les informations afin de pouvoir appliquer des mesures raisonnables dans ce contexte. Le public qui n'est pas en contact avec les animaux fait partie de ce groupe à risque également. Dans ce cas, nous devons dire à ces personnes qu'elles peuvent également contracter ce virus à travers les vecteurs. Elles doivent se protéger. Le message peut être transmis de manière différente, telle que les réseaux différents où il faudra leur suggérer de mettre des manches longues et se protéger comme il le faut. Il faudra également contrôler le vecteur dans la région et il faudra toujours s'assurer de sauvegarder cette précaution. Il faudra également identifier le type de moustiques qui peuvent transmettre le virus. Et lorsque nous savons le type de moustiques, nous pouvons connaître le comportement de ces moustiques, s'ils sont actifs durant la nuit ou durant l'après-midi, connaître le temps de la transmission de ce virus. Donc, quels sont vos canaux de communication de risque? Docteur Osama, nous n'avons plus beaucoup de temps. S'il vous plaît, si vous pouvez terminer. J'ai encore 4 minutes. Nous allons bientôt finir. Quelle est l'audience que vous allez cibler à ce stade? Nous avons discuté de cela. Nous avons beaucoup d'audiences qu'il faudra cibler dans le pays et hors du pays. Comment allez-vous engager la communauté locale et nationale pour respecter ces mesures et pour communiquer le message? Je crois que si vous adoptez les principes que nous avons mentionnés concernant les bonnes pratiques et de respecter les préoccupations de la population, vous allez pouvoir engager la communauté. Comment allez-vous faire face aux préoccupations liées aux conséquences économiques de la fièvre durant la communication de risque? C'est une composante extrêmement importante de ce processus. Donc, l'activité économique de ce pays se base surtout sur l'agriculture et sur les échanges économiques de bétail et de produits animaux. Donc, il y a beaucoup de partenaires et de secteurs inclus dans ce processus. Il faudra communiquer les informations avec tous ces partenaires et tous ces secteurs, puisque cela va perturber la chaîne alimentaire et la sécurité nationale du pays, puisque ces produits animaux sont une denrée alimentaire pour ces personnes. Et enfin, comment pouvez-vous déterminer que votre communication de risque est réussie durant et après l'épidémie? La dernière question tourne surtout autour de la surveillance. Et dans certaines étapes, vous pouvez voir la relation avec vos objectifs. Si vous avez abouti à vos objectifs, vous pouvez dire que votre communication est réussie. Donc, merci beaucoup pour votre participation active. Et je vous donne la parole, Dr. Tieple. Merci beaucoup, Dr. Osama. Je voudrais vous remercier pour
ces dernières minutes. Nous avons eu une session très intéressante, très active. Nous avons pu voir à quel point la communication est importante. La communication durant le processus d'évaluation de risque et de gestion de risque et le rôle des experts dans la communication. Donc, merci beaucoup pour votre participation active durant cette deuxième journée de l'atelier de travail. L'enregistrement de cette session va être disponible et vous allez recevoir le lien. Si vous ne l'avez pas reçu, soyez patient, vous allez le recevoir à travers courrier électronique. La présentation va également être disponible pour les personnes qui ont participé durant 80% de notre atelier. Je vais demander à mes collègues de fournir les certificats, les attestations, puisque beaucoup de personnes attendent de recevoir leur certificat des sessions précédentes. Vous allez recevoir l'évaluation par courrier électronique pour bâtir le processus et concernant les bons réseaux. Ensuite, vous allez recevoir un certificat immédiat à travers courrier électronique. Merci beaucoup. Envoyez votre email si nous ne l'avons pas et vous allez être contacté pour les ateliers de travail. Merci beaucoup pour nos panélistes, pour nos organisateurs et pour nos participants. Nous vous souhaitons toute la chance. Merci beaucoup.